Parfait. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce quatrième webinaire sur le verdissement qui se donne dans le cadre de la campagne Vivre en vert. Donc, c'est le quatrième d'une série de quatre, donc le dernier qu'on fait aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis Myriam Gem, chargée de projet au Credo et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je vous donne des petites infos techniques. Bon, je le répète à chaque fois, mais pour les nouveaux là, qui n'étaient pas là au dernier webinaire. En gros, le webinaire est enregistré, il va être disponible aussi sur le site web Vivre en vert sous l'onglet Espace cohorte. Donc, il va être disponible là. La première partie du webinaire, ça va être une présentation qui va être faite par Yannick, que je vous présente dans un petit instant. Et puis, en deuxième partie, bien, on se garde un bon moment, là, un bon 30 minutes là, pour une période d'échange et de questions. Donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez vous les noter. Sinon, vous pouvez lever la main aussi. Là, on peut donner des petits tours de parole pendant la présentation, mais pour les questions en développement, vous pouvez les garder pour la deuxième partie. Et puis c'est ça, on va pouvoir échanger à ce moment-là. Aussi, bon, c'est ça, je vous inviterai à fermer vos micros pendant la présentation. Juste, si vous voulez parler, vous pouvez le rallumer et puis vous renommer si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que tout le monde, c'est bon. Donc, mise en contexte, ben, je rappelle que ce webinaire-là est donné dans le cadre de la campagne Vivre en vert. Cette campagne-là est coordonnée par le Credo et elle vise le verdissement des communautés vulnérables de Gatineau. Donc, nous, le Credo, avec nos partenaires, ben, on offre un soutien à une dizaine de porteurs de projets là, qui vont mettre en œuvre des initiatives de verdissement dans leur communauté. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Yannick Robert avec nous pour nous parler d'entretien des végétaux dans le cadre de vos projets de verdissement. Donc, Yannick est cofondateur d'Horticité et il travaille depuis maintenant 3 ans. Avec sa formation de 3 ans en agriculture urbaine et ses 6 ans d'expérience en paysagement, il rêve d'une ville verte, nourricière et résiliente pour la réalité climatique du 21e siècle. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Yannick. Et puis, aussi, petit détail, Yannick, là, je t'ai mis co-host, là, donc tu peux partager l'écran là, si tu veux partager le PowerPoint. Excellent. Donc, un gros merci, Myriam, pour l'introduction. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec la présentation. On y va comme ça. Je vais fermer ça un peu ici, ça ne sera pas long. Donc, un gros merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Donc, la formation d'aujourd'hui va traiter donc, de l'entretien des végétaux. Dans le cadre de la campagne Vivre en vert, donc, on va traiter de la période de plantation. À quel moment de l'année, donc les périodes d'entretien des végétaux, à quel moment de l'année on fait une telle ou une telle opération. Par la suite, les leçons de base dans l'entretien aussi, donc comment est-ce qu'on fait les travaux. En quatrième point, on va parler par la suite donc de la réalisation et comment est-ce qu'on met en place, dans le fond, le plan d'entretien. Et à la fin, on va parler du suivi des plantations, donc comment est-ce qu'on s'assure que tout est beau. Une fois qu'on a terminé de planter et qu'on est rendu à s'assurer que toutes les plantes sont en bonne santé. Donc, sinon, comme que Myriam disait tantôt, si vous avez des questions courtes, n'hésitez pas à les poser en cours de formation de webinaire. Sinon, prenez-les en note et on va pouvoir y répondre pleinement à la fin de la présentation. Donc, la période de plantation, ça dépend. Donc, dépendamment du type de végétaux que vous allez avoir, donc par exemple des arbres des feuillus en pot, des arbres à racines nues, donc autant feuillus conifères ou des conifères en pot ou en mode ici, là, ça va changer un petit peu. Donc, dans le cas tout ce qui est feuillus en pot, là, on a 2 moments à l'année. Donc, on a le printemps qui est pas mal le mois de mai puis le mois de juin. Et par la suite, on a l'automne. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de saison entre les deux? C'est parce que lorsqu'on plante un arbre, dans le fond, la plante doit se réapproprier son milieu, donc elle doit développer ses racines. Si on plante l'arbre trop tard en saison, ce qui se passe, c'est que l'arbre n'aura pas le temps en fait, dans le premier temps, elle doit développer ses racines, mais par la suite, les plantes dans le climat doivent aussi se préparer à l'hiver. Donc, si on les plante trop tard, ce qui se passe, c'est qu'ils n'auront pas le choix de faire leurs 2 tâches qu'ils ont à faire pour pouvoir survivre à l'hiver. Donc, si on plante après le mois de juin, souvent ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'avoir un très haut taux de mortalité à l'hiver.
Donc, c'est pour ça que c'est important donc, de vraiment respecter ça. Donc, du moment que le sol il est sec, donc souvent ça va être la première de mai dans ces eaux-là, jusqu'à la dernière du mois de juin. Et par la suite, on peut recommencer à planter des arbres à l'automne. Les repères sont beaucoup plus visuels à l'automne, donc souvent c'est quand que les feuilles commencent à changer de couleur. Ça, ce que ça nous envoie comme signe, c'est que les arbres sont en train de tomber en dormance. Donc, on peut les transplanter sans problème. Ils sont plus actifs. Donc, ils ne vont pas développer de nouvelles racines, ils ne vont pas essayer de faire des nouvelles feuilles, de faire agrandir leurs branches. Donc, disons que les feuilles changent de couleur. Par la suite, la saison se termine lorsque le sol devient trop gelé, en fait, pour pouvoir planter les arbres. Donc, tu sais, concrètement, on pourrait planter des arbres en plein mois de février si on veut, parce qu'ils sont en dormance. Ce qui est difficile, c'est que ben, tu travailles avec quelque chose qui est dur comme la roche. Donc, c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais en théorie, ça se ferait. Dans le cas des arbres à racines nues, c'est vraiment juste le mois de mai qu'on a. Pourquoi? Parce que ces arbres-là sont beaucoup plus fragiles, si on veut. Là. Et du moment que les bourgeons commencent à s'ouvrir, les racines commencent à se développer aussi. Et parce qu'ils n'ont pas de sol à explorer, c'est vraiment super, super, super important qu'ils soient déjà au sol dès l'ouverture des bourgeons. Donc, même dépendamment de certaines espèces, là, ça peut aller vraiment, tu sais, la dernière de mai, pardon, la dernière d'avril, première de mai, là, comme date limite pour planter certains arbres. Sinon, pour les arbres à racines nues, ben, c'est pareil comme les feuilles en pot. Devant que les arbres commencent à changer, les feuilles commencent à tomber jusqu'à temps que le sol soit gelé, c'est la deuxième période. Sinon, après ça, pour tout ce qui est conifères, c'est de mai à juin. Puis par la suite, les conifères, on peut recommencer à les planter plus tôt, de août jusqu'à novembre, donc jusqu'à temps que le sol soit gelé. Pourquoi? Parce que les conifères restent actifs beaucoup plus longtemps. Donc, la période d'acclimatation pour l'hiver s'étire plus longtemps dans la saison. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de les planter un petit peu plus tôt. Petite parenthèse, dans le cadre de vos projets, le sorte d'arbre qui est vraiment recommandé de prendre, là, en fait, le type de format, si je peux me permettre, là, c'est pas des arbres en motte, comme qu'on voit ici avec les conifères, c'est pas des arbres à racines nues, c'est vraiment des arbres en pot, qui est un must pour n'importe quelle plantation bénévole. Pourquoi? Parce que c'est moins lourd. C'est vraiment strictement une contrainte de logistique pour les bénévoles. Si vous prenez des arbres en motte, un arbre comme ça peut peser à peu près 500 livres. Un arbre comme ça en pèse peut-être au plus lourd, peut-être une centaine. Donc, dans le cadre de la campagne Grand Vert, parce que c'est des plantations bénévoles, prenez rien d'autre que des pots, en fait, pour vos plantations. C'est un must. Donc, deuxième section, donc tout ce qui est période d'entretien. Dans le cas de la campagne, ce qui vous est demandé, c'est vraiment un 2 ans où est-ce que les porteurs de projet vont prendre soin des arbres qui ont été plantés sur les terrains de la ville. Donc là-dedans, c'est tout ce qui est irrigation, fertilisation, désherbage, mettre et enlever les terres arrongeurs, les protecteurs arrongeurs. Mais malgré que la ville vous demande juste un 2 ans, si vous voulez augmenter les chances de succès de la plantation et augmenter la résilience des arbres que vous plantez, moi, je peux quand même vous recommander de continuer à faire un petit arrosage, pas aussi fréquent que les 2 premières années, mais si par exemple, en juillet, ça fait 15 jours qu'il n'a pas mouillé, ben, prenez la peine d'aller arroser ces arbres-là. Ils vont vraiment retirer des gros avantages de la petite amour de plus que vous leur donnez. Donc, sinon, sur une année, ça ressemble à quoi? Donc, l'irrigation, ben, ça peut commencer la première de mai, puis ça peut aller après ça jusqu'à la 2e, 3e d'octobre. Donc, souvent, c'est pas fixe dans le temps, ce ne sera pas toujours ça toutes les années. Donc, si on a, par exemple, un printemps qui est excessivement pluvieux, puis que le mois de mai mouille aux 2 jours, bien, on s'entend qu'on n'aura pas besoin d'arroser nos arbres du mois de mai au complet. Mais si on tombe sur un mois de mai qui est sec, bien, ça se peut qu'on ait besoin de l'arroser, de venir arroser nos arbres plus rapidement.
Le désherbage, même chose. La première de mai, pourquoi que je ne mets rien en avril? Souvent parce que, bon an, mal an, la dernière d'avril, oui, la vie commence à reprendre, mais c'est pas assez rapide pour justifier une opération. Et le désherbage, on le termine plus tard en octobre. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a certaines mauvaises herbes qui bénéficient en fait du climat automnal. Donc, on peut penser par exemple au chien dent qui, lui, va pousser dans le fond jusqu'à temps que le sol soit gelé. La fertilisation, si on va vraiment faire ça mi-mai jusqu'à la mi-juin, là, donc on a à peu près une période d'un mois pour faire cette opération-là. Euh, Pourquoi? Parce que si on la fait trop tard, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que notre plante, dans le fond, va considérer que toutes les conditions sont là pour sa croissance. Donc, elle ne voudra pas faire son aoutement. Donc, l'aoutement, c'est quoi? C'est la préparation à l'hiver. Donc, souvent, c'est là que la plante va finir de faire ses bourgeons et les endurcir. C'est là qu'elle va venir ligniter ses nouvelles pousses de l'année. Donc, venir transformer, dans le fond, ces nouvelles pousses en bois. Donc, c'est super important qu'on ne dépasse pas vraiment la mi-juin euh, pour donner tous les signaux à la plante que la saison de croissance, dans le fond, à cette étape. Maintenant, pour tout ce qui est de la taille des végétaux, on n'en parlera pas en profondeur, mais si jamais dans votre association, il y a du monde qui se sent à l'aise ou qui ont les compétences pour le faire, le meilleur moment en fait pour le faire, c'est vraiment à l'hiver. Euh, Pourquoi? Mais parce que la plante est en dormance, elle ne se rendra pas compte que l'opération a lieu et il y a peu pas de pathogènes. Donc, il n'y a pas de risque de contamination avec un champignon ou quoi que ce soit. Par la suite, protecteur à rongeurs, bon, on essaie d'installer ça avant les premières neiges, donc fin octobre, début novembre. Et par la suite, le moment qu'on les retire, c'est vraiment le plus tôt possible au printemps, parce que sinon, il y a de la condensation qui peut se faire, ça peut retenir l'humidité. Et le tronc étant pas un organe qui est fait pour être à l'humidité, ça peut endommager l'arbre, puis en fait, ça peut devenir une porte d'entrée pour les maladies et les insectes. Donc, notion sinon sur l'entretien. Pour l'irrigation, donc, ce qu'on cherche à faire, dans le fond, il y a deux facteurs qu'il faut qu'on considère. Donc, c'est vraiment la température. Donc, est-ce qu'il fait chaud ou il fait froid? Et est-ce que c'est sec ou c'est humide? Donc, un temps sec, là, je considère que si ça fait plus qu'une semaine qu'il n'y a pas mouillé, je considère que c'est du temps sec. Puis quand je parle de mouillé, c'est pas juste il a tombé 5 mm de pluie, là. On parle de bonnes précipitations, là, d'un bon 10, 15, 20 mm de pluie, là, avant de considérer que ça peut être considéré comme un arrosage pour nos plantes. Sinon, ben, c'est du petit mouillassage, ça va peut-être les premiers 2-3 cm du sol qui sont humides. C'est pas assez pour nos plantes. Donc, c'est super important de regarder c'est quoi les précipitations qu'il y a eu dans la dernière semaine avant de savoir est-ce que je vais arroser une fois ou deux fois mon arbre euh, pendant la prochaine semaine. Donc, printemps-été, c'est vraiment les périodes qui sont les plus névralgiques. Printemps, un peu moins parce que souvent les températures sont beaucoup plus fraîches. Euh, mais sinon, à l'été, euh, un mois de juillet où est-ce que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas mouillé et qu'il fait 40 dehors, faut arroser notre arbre au moins faut arroser en fait les arbres de la plantation au moins 2 fois semaine. Deux, c'est vraiment le strict minimum. Puis après ça, ça va être avec des repères visuels que je vais vous présenter plus loin. Là. Donc, si vous voyez que votre arbre manque vraiment d'eau, vous avez déjà passé 2 fois cette semaine, passez une troisième fois. C'est vraiment un must pour s'assurer que les plantes, nos arbres restent en vie. La ville, ce qu'elle demande, c'est des arbres souvent d'un minimum de 50 mm de diamètre. Donc, pour des arbres de ce calibre-là, là, par passage, on peut s'attendre à donner là, un bon 40 à 50 litres d'eau par arbre. Donc là, ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'idéal, c'est pas de donner 50 litres d'un coup. C'est plus de faire, mettons, 5 passages de 10 litres. Pourquoi?
Parce que si on donne trop d'eau d'un coup, ce qui va se passer, c'est que le sol va être saturé. Toute la porosité du sol, dans le fond, va être saturée d'eau. Donc, l'eau ne pourra plus percoler. Ce qui va se passer, c'est que le sol va se saturer, l'eau ne pourra plus rentrer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ruisseler, elle va partir ailleurs. Donc, c'est super important d'arroser en petite quantité. D'autant plus si, lorsque vous passez, le sol était vraiment, vraiment très, très sec. Ça prend du temps pour qu'un sol se réhumidifie et que l'eau puisse bien percoler. Donc, dans certains cas, si par exemple, l'irrigation est échappée pendant 2 semaines, puis qu'il fait pendant 2 semaines de canicule en juillet, ben, ça se peut que vous ayez à faire, mettons, 10 passages de 5 litres versus 5 passages de 10 litres pour vraiment s'assurer que l'eau percole bien dans le sol, puisse atteindre les racines en profondeur. Juste vite, là, la raison pourquoi est-ce que c'est important d'arroser les arbres, ben, c'est parce que la plante a besoin d'eau pour respirer, croître et se climatiser. Donc, dans le fond, quand la plante fait de la photosynthèse, quand elle crée des sucres, c'est là qu'elle elle vient se climatiser en même temps. Donc, lorsqu'elle manque d'eau, ce qui se passe, c'est que la plante n'a pas le choix de retenir son souffle, elle ne transpire plus, elle ne peut plus se rafraîchir, puis elle arrête de grandir aussi. Donc, arroser un arbre nouvellement planté, ce que ça permet de faire, c'est de, un, produire les sucres que la plante a besoin pour développer ses racines et ses feuilles. Ça lui permet aussi de transpirer, puis d'avoir moins chaud, donc d'être mieux résistant, de moins sentir les effets de la chaleur. Donc, ce que ça permet, ça permet à l'arbre de mieux se développer et d'être plus résistant face aux maladies, champignons et insectes. Donc, les arbres nouvellement plantés ne sont pas autonomes. Pourquoi? Parce que leur système restant n'est pas encore développé. Ce qu'on plante concrètement, c'est le volume de peut-être 60 cm par 40 cm qu'il y avait dans le pot, mais c'est tout. Donc, c'est important vraiment les premières années de bien arroser pour s'assurer que les racines puissent bien se développer. La fertilisation, ça se fait une fois aux 2 ans. Donc, concrètement, lorsque vous allez faire la plantation, la terre qui est mise avec les arbres est déjà enrichie au compost. Donc, cette opération-là, là, la prochaine fois que vous avez à y penser, c'est 2 ans après l'année de la plantation. C'est fini. Donc, ça, pour le faire, c'est somme toute assez simple. Donc, ce qu'on cherche, c'est à faire des trous à chaque 50 cm de canopée de l'arbre. Qu'est-ce que c'est la canopée? Mais si on regarde le schéma ici, en haut à gauche, dans le fond, le pointillé, c'est où est-ce que les feuilles terminent. Donc, on peut planter, là, mais faire des trous pour aller mettre le compost ou le fumier granulaire pour nos plantes. Pour les arbres de plus petit calibre, dans le fond, qui sont plus petits, ça va être à peu près 2 à 3 trous, mais pour les arbres de plus gros calibre, là, ça peut être 5 à 10 trous même qu'on peut aller donner pour bien fertiliser l'arbre. La profondeur, on creuse un 15 à 20 cm. Donc, moi, ce que j'aime faire pour ça, c'est super simple. Tu prends ta pelle, tu la rentres. La profondeur de ta pelle, c'est la profondeur que tu vas mettre le compost ou fumier granulaire. Tu essaies de juste relever ta pelle, donc juste faire une motte que tu vas tasser. Puis par la suite, la quantité, là, c'est pas une publicité pour la marque Actisol, c'est juste que c'est ça qu'on trouve le plus fréquemment dans les centres jardins. Sinon, il y a aussi Biosol de Fafard, qui est aussi du fumier de poulet granulaire. Là. Mais je voulais juste que vous ayez une image pour qu'on ait un référent commun. Puis par la suite, on met à peu près une poignée de fumier granulaire dans le trou. Puis après ça, on peut juste remettre la mode par-dessus. L'opération est terminée. Donc, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être super long, c'est pas super complexe. On n'est pas obligé de creuser un gros trou, tasser le gazon, après ça, remblayer ça, remettre le gazon à peu près. Là. La seule distinction, c'est que si vous utilisez du compost versus de l'actisol, dans ce cas-là, ça se peut que vous ayez à creuser un trou beaucoup plus gros parce que du compost, c'est beaucoup moins riche que du fumier de poulet séché. Donc, pour la simplicité de l'opération, moi, je recommande quand même du fumier de poulet séché parce que si vous avez moins de matériel à transporter, c'est beaucoup plus simple. Les trous que vous avez à faire sont beaucoup plus petits. Donc, juste du point de vue structuration de l'opération, c'est plus facile avec le fumier de poulet. Le désherbage, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est qu'on enlève toutes les plantes qui poussent à la base de l'arbre.
Le meilleur moment pour le faire, en fait, c'est plus que la mauvaise herbe est petite, plus qu'elle va être facile à enlever. On a juste pensé, par exemple, au merveilleux pissenlit ici, là. Essayer d'enlever un pissenlit quand il est à maturité, la racine pivotante là-dessus, c'est gros comme un doigt, puis ça descend à 30-40 cm de profond dans le sol. Donc, c'est pas le temps d'essayer de désherber une plante quand elle est à ce stade-là. Le meilleur moment pour le faire, c'est quand elle est toute petite. On commence à voir les premières petites feuilles dessus. Ben là, on arrive, on tire à deux doigts, c'est super facile. En plus que ce qui est à la base de l'arbre, ça va être du pain Donc, il y a quand même une certaine profondeur de matériaux qui est très, très meuble, qui fait que c'est facile de tirer la mauvaise herbe avant qu'elle touche à du sol. Donc, c'est encore plus important de vraiment prioriser cette opération-là et de le faire quand c'est très petit pour attendre que la plante soit plus grande par la suite. Puis sinon, juste point de vue pratico-pratique, c'est une bonne idée aussi de penser à offrir des sacs compostables, des sacs bruns aux bénévoles pour que tous les résidus soient mis dedans, puis ça ne va pas juste garocher à côté. Pardon. Par la suite, donc tout ce qui est protecteur à rongeurs, pourquoi c'est important? Mais parce que l'écorce, dans le fond, c'est quelque chose qui est très, très prisé par les rongeurs à l'hiver. Donc, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est des galeries, ils vont creuser des trous dans la neige. Et lorsqu'ils vont trouver un arbre, ben, ils vont gruger l'écorce. Pourquoi? Ben, pour, de un, limer leurs dents. Et deuxièmement, parce que c'est super riche en minéraux et en vitamines. Donc, en mettant un string en plastique tout le tour, ben, ce que ça fait, c'est que le rongeur il arrive, gruge ça, pas super bon, il va continuer sa course. Euh, la raison que c'est important de l'enlever très tôt au printemps, comme que j'avais dit tantôt, c'est que c'est quand même collé sur le tronc de l'arbre. Ce que ça peut faire par la suite, c'est que ça peut causer un excès d'humidité contre l'écorce, puis par la suite, ça devient une porte d'entrée pour les maladies, les insectes et les autres ravageurs. Pour l'installer, c'est super simple. Là. Vous voyez, là, ça tourne souvent dans le sens horaire. Donc, on l'installe à la base, après ça, on vient juste le tourner, ça va s'enrouler autour. Par la suite, pour l'enlever, ben, c'est le même principe, mais là, on fait l'inverse. On commence du haut, puis on déroule dans le sens anti-horaire. C'est super simple, c'est très facile à mettre. C'est une opération qui prend à peu près 30 à 40 secondes par arbre. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on réalise et qu'on met en place tout ça? Ce qui est important de savoir, c'est que, dans le fond, la prise en charge de ces arbres-là, elle commence avec les organismes, les porteurs de projet, mais par la suite, c'est remis à la ville par la suite. Donc, tout ce qui est mis sur les terrains municipaux doit être entretenu pendant au moins 2 ans. Par la suite, c'est la ville qui prend le relais. Maintenant, pour l'orchestration de tout ça, le plus facile, c'est de loin de trouver une personne de confiance dans l'organisme ou dans le milieu pour chapeauter ce volet-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup je ne savais peut-être pas j'utilise le mot, là, mais il y a beaucoup d'orchestration, il y a beaucoup de communication à avoir avec les bénévoles, de mobilisation. Donc, la personne qui prend en charge ça, selon moi, c'est vraiment important premièrement, que ce soit une personne qui n'est peut-être pas nécessairement un groupe, juste pour éviter qu'il y ait de l'information qui ça se perde dans les communications. Puis par la suite, comment est-ce que vous voulez mettre ça en place? Ça, par la suite, ça vaut bien. Là. Donc, est-ce que c'est un Google Doc avec tous les registres que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir vraiment un cartable papier sur place que la personne responsable va remplir ou va demander aux bénévoles de remplir? Est-ce que vous voulez que ce soit juste un groupe de discussion Messenger où est-ce que l'information se fait partager avec tout le monde? Ça, c'est comment vous allez le mettre en place? C'est vraiment propre à vous. Mais on va le voir après. Là, on vous a fait des guides, en fait, pour savoir c'est quel type d'informations qu'on a déjà créé, si on veut les registres. Donc, les clés vraiment pour s'assurer d'un bon entretien, ben, je pense que la communication, c'est vraiment c'est un must, c'est la première chose. Si la personne qui est en charge est difficilement joignable, ben, ça va être difficile pour les bénévoles de se mobiliser pour faire le travail. À l'inverse, si les bénévoles sont si difficiles à rejoindre, ben ça va causer problème. Ça risque peut-être de mettre un stress de plus sur la personne qui gère ce volet-là.
qui est l'entretien, parce qu'elle va peut-être se sentir obligée d'y aller parce que les bénévoles sont difficilement rejoignables. Donc, c'est pour ça que la deuxième clé, selon moi, c'est vraiment avoir une bonne mobilisation. Parce que si les personnes sont facilement rejoignables et sont mobilisées, ça va être facile de pouvoir prendre action dans un délai de 24 à 48 heures s'il y a une opération qui est urgente à faire. Et par la suite, selon moi, ça va être de s'assurer par la personne qui prend en charge l'entretien ou chacun des volets d'entretien, qui a un suivi terrain les premières semaines pour s'assurer que les opérations sont bien faites. Et même, je pourrais rajouter un point aussi là-dessus, ça serait que ça pourrait être intéressant de donner une formation bénévole sur comment bien le faire. Donc, de pas juste le demander puis prendre pour acquis que le monde sache comment le faire, mais d'offrir une mini-formation sur comment faire chacune des opérations qui sont attendues des bénévoles. Donc, si vous allez voir, là, donc, les 4 prochaines annexes, là, ça, vous allez le trouver, c'est dans le document. Tu pourras peut-être me corriger, Myriam, là, c'est le document sur le site de Vivre en Vert, là, qui parle de l'entretien. Donc, là-dedans, on a la personne qui est responsable, donc l'année, la responsable du silo, la responsable, numéro de téléphone, courriel. Par la suite, on a par semaine, la semaine, le nom de là où la personne responsable, les dates que ça a été fait, puis par la suite, le nombre d'arbres qui a été arrosé. Donc, si par exemple, un bénévole a juste arrosé la moitié, ben, dans les notes, on sait qu'il a juste arrosé la moitié, puis qu'il en reste d'autres moitiés à faire pour compléter l'arrosage de la semaine d'avant. Même chose pour l'annexe 2. Donc là, ici, ça, c'est plus pour le désherbage. Donc, de la plus simple qu'on l'a mis, c'est plus de faire quelque chose de très, très standard, là. Donc, par année, on désherbe 2 fois par mois. Donc, dans les premières 2 semaines du mois de mai, dans les 2 dernières du mois de mai, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que le désherbage, c'est que après ça, on peut aussi coupler certaines opérations ensemble. Donc, par exemple, on peut demander de coupler, par exemple, l'arrosage qui va avoir lieu dans la semaine du 15 mai, mais qu'à cet arrosage-là, le bénévole ou les bénévoles désherbent aussi la base des arbres qui auront été arrosés. Donc, dans ce cas-là, on ne dédouble pas la mobilisation. Le monde prenne 30 secondes de plus à chaque arbre qu'ils arrosent pour enlever les 4-5 premiers arbres qu'il faut avoir. Le tour est joué, la base de notre arbre a été entretenue et a été arrosée aussi en même temps. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Ah, OK, Myriam a mis le lien vers l'outil. Sinon, ici, ça, c'est pour tout ce qui est fertilisation. Ça, en fait, là, ça va être assez simple, là. À la limite, vous pourriez juste oublier année de réalisation puis marquer dans la ligne ici à quelle année que ça a été fait. Puis en fait, cette feuille-là, avec 10 lignes, en fait, ça pourrait être bonne pour 20 ans. Parce qu'on fertilise seulement une fois aux 2 ans. Donc, ça va être excessivement facile à remplir, cette feuille-là pour l'entretien. Même chose pour les protecteurs à rongeurs. Donc, il y a 2 moments à l'année, on fait ça. Une fois au printemps, on les enlève. Une fois à l'automne, on les installe. Donc, encore une fois, super simple. Juste mettre l'information, remplir ce document-là. Par la suite, ben, c'est facile de s'assurer que le suivi est fait. Donc, on arrive au dernier point de la présentation. Quoi faire pendant le suivi? Si vous remarquez que votre arbre commence à avoir les feuilles qui changent de couleur, qui deviennent jaunes, qui sont molles un peu, ou même, dans des cas extrêmes, qui meurent littéralement sur l'arbre au complet, la première chose à faire, c'est vraiment vérifier le taux d'humidité dans le sol. Pourquoi? Parce que, à moins que ce soit une maladie hyper rare ou un insecte qui a attaqué toute l'arbre, principalement en ville, les problèmes qu'on a dans les dernières années, surtout avec les changements climatiques et les sécheresses de plus en plus fréquentes et longues qu'on a à l'été, souvent, ça va être un problème d'eau. Donc, vérifier
l'humidité du sol. Si on s'entend, si on est rendu là en juillet, là, notre arbre est mort, il n'y a rien à faire avec ça. Si un feuillu a des feuilles jaunes qui tombent en juillet, la partie est finie pour cet arbre-là. Ça, c'est le cas extrême. Souvent, ça va plus être en bordure des feuilles, vous allez voir une petite décoloration. La couleur aussi va peut-être changer un peu. Donc, à la place d'avoir un beau vert foncé, ben, le vert va avoir tendance à être plus pâle. Donc, c'est des différents signes comme ça qu'on peut observer. Mais donc, si vous faites un suivi terrain et vous voyez des feuilles d'arbres qui sont toutes molles, arrosées, c'est probablement un problème d'eau. Sinon, si vous voyez des petites branches qui sont cassées, n'hésitez pas à apporter des sécateurs, on va avoir une petite scie, peut-être dans le bac des bénévoles, pour simplement venir couper les branches qui sont abîmées. Même durant l'été, là, si c'est une branche qui est abîmée, en fait, c'est beaucoup plus bénéfique pour la plante, l'arbre ou l'arbuste de se faire couper cet organe-là plutôt que de le laisser là. Pourquoi? Parce que souvent, il y a encore un peu de sève qui circule. Si on le laisse là, ben après, ça devient une porte d'entrée pour les maladies, les champignons, les insectes, etc. Donc, c'est beaucoup plus... c'est meilleur, en fait, pour l'arbre de se faire amputer cette branche-là que de l'avoir qui pendait. Et si vous remarquez, par exemple, une décoloration qui est vraiment marquée sur une portion de l'arbre, donc, par exemple, dans le cas de l'exemple ici qu'on a, c'est un pommier. Donc, on voit, il y a encore des feuilles qui sont vertes, qui sont belles, mais on a une branche qui est vraiment morte. L'exemple qu'on a ici, ça, c'est le feu bactérien. Donc, c'est une maladie qui vient faire mourir des branches d'arbres au complet. Si vous remarquez ça, la meilleure chose à faire, c'est de prendre une photo et de communiquer avec la ville le plus rapidement possible. Je ne sais pas si la ville, après ça, va faire un traitement sur l'arbre. Est-ce que la ville va vraiment appeler un émondeur pour venir travailler là-dessus? Est-ce qu'ils vont envoyer leur équipe spécialisée pour faire ça? Mais lorsque vous observez un problème de cette nature-là, prenez une photo, contactez la ville à cet effet-là. Ça fait le tour de la présentation. Un gros merci pour votre attention. Donc, moi, je vais maintenant terminer la présentation et on va pouvoir, après ça, répondre à vos différentes questions. Super. Merci Yannick pour ta présentation. C'est vraiment trop de choses pertinentes, là. On se rend compte qu'il y a beaucoup de détails à savoir là, pour ce qui est de l'entretien des végétaux. Mais c'est super important à prendre en compte pour assurer la pérennité des projets, pour assurer justement là, que les végétaux soient en bonne santé pendant longtemps. Parce que c'est ça l'objectif, hein, qu'ils deviennent grands et qu'ils soient à leur plein potentiel pour nous rendre des bons services par la suite. Excellent. Donc là, on serait rendu à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à soit lever la main physiquement ou avec la petite main Zoom ou même écrire dans le chat. OK, on a déjà une main levée de Yves Alain. Je vais vous laisser la parole. Ça va, vous m'entendez? Oui. Excellent. Alors, je vois que la présentation a été beaucoup centrée sur les gens qui vont planter sur des terrains de ville. Est-ce que vous pensez faire une présentation? Parce que c'est pas du tout le même type là, de situation pour les terrains qui appartiennent au centre de service scolaire. Donc, j'imagine que le plan d'entretien peut être préparé différemment. Parce que nous, dans le fond, on ne peut pas compter sur la ville. Il faut prévoir plus de temps pour prévoir l'entretien. Donc, dans notre projet, nous, on doit prévoir l'argent parce que sinon, si je ne prévois pas déjà les fonds pour, mettons, sur 5 ans, ben ils ne le feront pas. Fait qu'il faut que je m'assure que je remette au centre de service scolaire assez d'argent. Alors, je vois toutes les bidules, là, mais moi, j'ai aucune idée de quoi peut représenter au plan monétaire l'entretien d'un seul arbre. Fait que là, on peut multiplier par, mettons, si je mets 15 arbres à déploiement, à grand déploiement, combien sur 5 ans je dois prévoir de budget? Je veux des choses concrètes, faciles, là, qui vont m'aider. Ça, je sais tout ça parce que dans le fond, on le fait chez nous.
Puis, tu sais, on le fait dans notre budget personnel. Mais quand on arrive dans des gros projets comme on a, je pense que ce serait intéressant d'avoir une idée de combien je dois budgéter, combien d'argent, tu sais, on va avoir, mettons, tant d'argent. Peut-être que faut que je prévois plus que le montant que j'avais prévu pour mon projet, parce qu'il faut que je gère l'eau sur au moins 2 ans, puis il faut que je gère l'entretien sur 5 ans. Puis c'est pas, je veux bien compter ces élèves, là, mais il y a une limite là, à ça. Là. Tu sais, ils sont bien fins, là, puis ils sont bien volontaires, mais on gère plus le groupe qu'on gère le nombre de branches coupées pour l'entretien. Fait que, tu sais, à un moment donné, on peut faire une petite activité, là, mais le reste, là, il faut qu'il soit planifié. Ça, pour moi, là, c'est pas répondu, c'est pas concret, puis je ne sais pas où je m'en vais. Fait que Ouais. ce serait important d'être plus concret. Deuxième chose, tu n'as pas du tout parlé du pays versus, bon, moi, je n'y crois pas au pays de CED, là, mais comme par exemple le BRF. Je donne un exemple personnel, là, je m'excuse. J'ai planté moi-même des arbres, j'ai beaucoup de végétaux chez moi. Durant de la période de canicule là, qui dure 4 semaines, moi, je mets toujours là, un bon 15 cm de feuilles déchiquetées, puis je rembarque par-dessus ou en dessous, ça dépend de l'année, là, du BRF à un autre 10 cm. J'ai jamais eu à arroser du mois de juin, du mois de juillet, rien tout. Est-ce qu'on pourrait penser imaginer de prévoir dans notre budget assez de paillis pour mettre une bonne quantité à nos arbres qu'on va installer pour permettre de garder une bonne humidité à la motte de notre arbre, puis combien je dois prévoir, mettons, j'ai un grand terrain gazonné, là, j'ai un arbre de 40 mm de diamètre à hauteur de torse, combien de paillis je pourrais y mettre, un paillis grossier là, pour que l'air puisse circuler. Tu sais, mettons que j'installe un- je sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, un carrier, puis bon, j'ai un déploiement de sa canopée d'à peu près 1 mètre en diamètre, là. Bon, combien de paillis je peux mettre autour alors que je suis au milieu d'un grand terrain gazonné? Ça, c'est des choses qui seraient peut-être plus concrètes. Moi, après ça, je suis capable de multiplier la quantité, le besoin. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas parlé beaucoup des champignons qui aident à la consommation d'eau de nos arbres. On n'en a pas parlé du tout. Fait que je pense que c'est bien beau de mettre de l'eau, mais il faut aussi donner à l'arbre ce qu'il faut. Ça aussi, on ne sait pas quoi faire. On sait pas. Je sais que ça existe. J'y vais à l'œil quand je fais ça chez nous, mais quand on est dans des gros projets, c'est pas très concret pour moi. C'est pas très clair non plus. Fait que ça, là, j'étais un petit peu déçu. J'aurais aimé quelque chose de plus facile parce qu'après ça, moi, je sais comment je peux acheter de mycorhizes, comment je peux acheter de. Tu sais, j'ai-tu besoin de 3 tonnes de BRF quand je vais faire mettre mes. Tu sais, faut. Parce que Mais pour moi, ce qui est là, du calcul des matériaux, si je peux me permettre, Yves-Alain, sur le site de la campagne, on a créé un outil en fait qui permet de calculer toutes les quantités de matériaux, puis qui fait après ça une synthèse dans le fond des différentes quantités de matériaux à acheter. Euh, on pourra parler avec Myriam après ça. Est-ce qu'on fait une rencontre plus privée, juste moi et toi, puis je te fais le tour, je fais le tour de l'outil avec toi pour te montrer comment l'utiliser. Est-ce qu'on invite d'autres porteurs de projet aussi qui aimeraient savoir ce moment-là pour vraiment se le faire expliquer? Ça peut être quelque chose à considérer à ce moment-là. oui, c'est juste Euh, que j'étais un petit peu tombé des nues quand j'ai eu à remplir la formulaire pour la ville de Gatineau, pour le fonds vert de la ville de Gatineau, là. Écoutez, ils étaient. Je suis allé à la présentation fin septembre, là, puis la madame, là, elle était comme très pointilleuse, là, à vouloir voir la quantité de tuteurs, la quantité de pays, la quantité de ci, la quantité de ça. Là, j'étais comme j'ai pas ces informations-là. Ma plantation est juste au mois. Fait que là, j'ai réalisé que j'étais comme complètement déphasé. Puis là, je réalise que j'ai vraiment besoin de ces informations plus tôt pour quand on a là, en tout cas, on a guessé, là, moi, je vais vous dire le mauvais mot là, pour la demande de financement. Mais si jamais il me rappelait pour avoir des détails plus précis, oh boy, je ne sais pas quoi répondre.
OK. Mais c'est ça, à ce moment-là, on peut regarder avec Myriam, elle a mis entre autres aussi l'outil dans le chat, là. OK. Donc, puis en fait, là, je- euh, c'est ça. Mais juste pour finir, là, c'est qu'après ça, l'outil va pouvoir répondre à toutes les questions que tu avais aussi. Donc, par exemple, pour les personnes à pays tiers, nous, ce qu'on recommande, c'est au moins 4 pouces d'épais, au moins un bon 10 cm d'épaisseur. Après ça, si toi, dans ton projet, tu veux y aller avec 6 pouces d'épaisseur, mais ce qui est le fun dans l'outil, c'est que tu peux décider d'épaisseur que tu veux. Donc là, tu peux déjà dire que, ben, on calcule pour avoir, tu sais, vraiment un 15 cm d'épaisseur de pays. C'est avec ça qu'on y va pour l'ensemble des arbres sur notre terrain. Ça va aller beaucoup mieux avec ça. Puis ça, Euh, c'est incluant la compaction. Je le mets 15 15 cm, cm au départ, ça ne me donne pas 15 cm pour l'été qui s'en vient, là. non, c'est sûr. Donc là, à ce moment-là, si tu veux, tu pourrais peut-être te donner un buffer, peut-être un ou 2 pouces d'effet de plus, là. Mais OK. ça, Est-ce que ça, dans l'outil, c'est présent aussi? Le euh, taux de compaction, est-ce qu'il est non, inclus? ça, je l'avais pas marqué initialement. OK. C'était pas quelque chose que j'avais pensé, mais c'est une rétroaction que j'ai déjà eue. Donc ça, pour ça, c'est qu'on pallie, on estime un 2 pouces de plus dans le fond, OK. ou un 5 centimètres de plus, puis ça vient plus ou moins, c'est pas une science exacte, mais ça fait, on devrait avoir des quantités qui sont équivalentes à cet effet-là. Puis par la suite, juste pour répondre à la question de l'irrigation, donc la quantité d'eau qu'on doit mettre, euh, ce qui se passe, c'est que s'il y a juste la motte qui est humide, l'arbre ne sera pas nécessairement porté à aller explorer le sol plus loin. Dans le fond, l'eau, la raison qu'elle est importante dans le sol, c'est que ça permet la solubilisation de tous les éléments nutritifs. Donc, en ayant pas seulement la motte, mais le sol aussi autour de l'arbre qui est humide, ce que ça vient forcer l'arbre à faire, c'est d'aller explorer avec ses racines pour aller prendre des nutriments qui sont solubles. Donc, que l'arbre peut absorber avec ses poils absorbants, avec ses racines, pour par la suite faire les différents processus physiologiques que l'arbre a besoin de faire. Donc, c'est pour ça qu'on mettait plus l'accent sur l'irrigation pour ça. Puis après ça, juste pour finir, pour ce qui est du calcul de coût, c'est difficile de donner un coût comme ça ressemblerait à quoi? Parce que c'est pas toutes les entreprises dans la région qui vont charger le même prix. Euh, donc, la chose la plus simple à faire, mais c'est de faire des appels puis demander des offres de services, en fait, des quotes pour savoir combien ça coûterait pour le type de service en question, parce qu'il n'y a pas deux entreprises qui vont charger le même prix pour le même service. Sauf que quand on nous demande de faire des budgets, on nous le demande. Fait que c'est ça qui est embêtant. Tu sais, au départ, moi, je ne me compliquais pas la vie. Mais là, je me rends compte que c'est d'une complexité incroyable. Là, tu sais, je ne Ouais. m'attendais pas de me faire demander ça là. Moi aussi, je m'en allais, comme tu as mentionné. Tu sais, parce que moi, je me dis, si, comme tu viens de dire, par exemple, pour les arbres, il faut éviter de juste mouiller la motte, ben, ça veut-tu dire qu'on met du paillis jusqu'à 2 mètres de circonférence du tronc, tu sais? Alors là, ça change complètement les données, puis ça change notre budget. Ça veut dire, tu sais, qu'il faut prévoir en conséquence. Si je mets 15 arbres avec un budget limité, ben, tu sais, je vais être obligé d'enlever le nombre d'arbres mais c'est pas ça que je veux. Je veux avoir plus d'arbres, donc il faut que je prévoie mon pays. C'est juste ça que tu sais, je trouve ça pas facile, là. Mhm. Surtout quand on nous le demande d'avance, alors que le projet tu sais, est en cours de réalisation, là. Puis en même temps, le déploiement du projet, on ne peut pas le connaître d'avance en fonction des fonds qu'on reçoit. Tu sais, si je présente un projet de 54 000 puis que je reçois 70 000, ben, c'est sûr que c'est pas du tout. Tu sais, Non, c'est ça. mon pays Puis va l'inverse, c'est coûter vrai bien aussi. moins Si tu prévois un cher, là. projet de 70 000 puis tu reçois juste 56 000, mais c'est pas le même projet au final non plus que Non, tu vas avoir. c'est ça. Ouais, non, je comprends. Si tu veux, Yves-Alain, là, moi, ce que je t'invite, là, Est-ce qu'il est possible de faire des rencontres individuelles oui, c'est ça. pour Je viens de ça? mettre mon courriel dans le chat, là. Envoie-moi un courriel, puis on va pouvoir regarder dans les prochaines semaines pour vraiment se faire une rencontre, on peut regarder ça plus en profondeur, répondre peut-être à toutes les questions, puis vraiment tu sais, planifier le projet. C'est ça, planifier le projet pour aider à répondre, tu sais, finir de cocher les dernières cases qui te restent pour que ça soit plus fun après ça, puis moins stressant pour la suite des choses.
Excellent, merci. Permettre un petit commentaire aussi, là, vraiment les outils livres en verre, les webinaires qu'on donne, vous comprendrez là, qu'on donne un webinaire du midi pour s'assurer de ne pas prendre trop de temps dans vos horaires, qu'on essaie de limiter ça et de synthétiser au plus possible. Donc, c'est sûr qu'en 30 minutes, effectivement, on ne va pas tout couvrir, mais on essaie de cibler vraiment l'essentiel. Puis aussi, ces outils-là, ils sont basés sur des projet de verdissement participatif. Donc, c'est sûr qu'il y a une emphase au niveau du bénévolat, de l'implication de la communauté dans toutes les étapes, dont l'entretien. Mais oui, effectivement, on est toujours disponible pour des rencontres individuelles pour vraiment vous aider dans les spécificités de vos projets, là. Donc, c'est ça, comme Yannick disait, Yvalin, n'hésite pas à écrire à Yannick, puis je t'inviterai aussi à me mettre en CC. Tu sais, moi, ça me ferait plaisir d'être là aussi, comme ça, tout le monde est au courant de l'avancement en même temps, là. Puis même Geneviève, si elle est dispo, tu sais, si on se fait un groupe d'accompagnement là, pour le projet, tu sais, ça pourrait être une bonne idée aussi. Donc voilà, on sera disponible là, certainement dans les prochaines semaines. Je vois qu'il y a une main levée de José qui a une question. Moi, j'ai une question pour les. Tu sais, tu as dit offrir un sac pour apporter les résidus. Est-ce qu'on peut, comme en jardinage, les découper et les cacher sous le paillis pour que ça fasse comme un peu de la permaculture? Oui, ce serait quelque chose de possible à faire. Donc, de juste te dire que on prend ça, on le déchiquette, on le met là. Il y a juste certaines plantes, je pense par exemple au chien dent, que si on le tire puis on renterre le rhizome, ben, le rhizome, on le remet dans les mêmes conditions pour qu'il puisse se développer. Donc, c'est pour ça, tu sais, moi, je préfère la version plus hyper facile où est-ce qu'il y a pas, on n'a pas besoin du jugement de la personne, c'est juste on le prend puis on composte par la suite le reste. Euh, donc, oui, ça pourrait se faire. Si, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je fais juste dire que si c'est une approche que vous voulez mettre de l'avant, moi, ce que je prioriserais, ça serait qu'il y ait une information de base qui est donnée aussi aux bénévoles pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée et qu'ils ne font pas juste pitcher après ça le rhizome de chien dent de ta mode puis qu'ils commencent avec plus de chien dent après ça à désherber dans les prochaines semaines. Merci. Puis j'avais un autre commentaire pratique parce que moi, j'ai rencontré celui qui a inventé la machine des BRF il y a 45 ans. Puis moi, j'ai vu quand j'étais adolescente planter directement dans les BRF et un jardin et des arbres. Et ça pousse comme magique. Ça pousse 2 fois plus gros que dans n'importe quoi d'autre. Moi, je me souviens, j'avais 18-20 ans, puis je me disais, voyons donc, je n'avais jamais vu ça, moi, des carottes, puis des affaires. C'était comme tout géant, mais les autres, ils plantaient directement dans leur BRF. Puis, il y a eu l'expérience, là, ici à Elmer, le Rona, il y avait un truc d'entretien qui est devenu Pink. Le monsieur, lui, là, pendant 15 ans, il a toujours planté ses arbres directement dans le BRF. Puis, c'est exponentiel comment ils deviennent beaux, forts et solides. Donc, je me demande, c'est quoi l'approche par rapport à, parce que c'est bien moins dispendieux de se procurer des BRF. Est-ce qu'il y a des... comment tu vois ça? Ben, moi, j'ai jamais travaillé avec du BRF, donc je ne pourrais pas. Je suis un peu pro dépourvu parce que c'est pas une technique que j'ai déjà essayée. Donc, j'ai pas d'expérience pour te dire est-ce que ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas. Pour bien te répondre, il faudrait que je lis plus sur le sujet parce que sinon, j'ai l'impression que je vais juste te dire n'importe quoi, c'est pas ça que c'est pas ça que je veux faire. Parce que mon intervention vient en lien direct avec Yvalin qui disait où ça demande moins d'arrosage. Pour le faire moi-même dans mon jardin, là, en mettre ça d'épais de BRF, là, ça reste humide. Puis les mauvaises herbes sont faciles à enlever quand il y en a. Là, ils sont comme, tu tires là-dessus là, parce que ça veut vivre là, dans ça. Fait que je me disais, ce serait intéressant peut-être de faire une espèce de un arbre dans toute la plantation qu'on fait comme projet pilote pour peut-être comme dans le futur là, dire bon ben voici l'arbre projet pilote dans les BRF. Là, on l'essaie, puis les autres dans la façon traditionnelle que tu connais.
Mais en tout cas, je dis ça de même, là, je vous propose ça parce qu'on est là pour faire des expériences, qu'on veut que ça grossisse rapidement. Puis moi, je le sais pour le vivre, tout ce qui est dans le BRF devient géant. Même les mauvaises herbes, ils dépassent. En 2 semaines, dans les BRF, j'ai tout fait mes fraises. Les BRF, il n'y avait rien dessus. Je ne suis pas allée 2 semaines et demie. Je suis rentrée, les mauvaises herbes étaient plus hautes que moi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est comme est-ce qu'on pourrait tirer avantage de cette technique? Voilà, je lance ça. Ben, tu sais, réponse courte, on n'arrive pas avec toutes les réponses non plus. Donc, si tu as le projet que tu veux faire la plantation, où est-ce que, tu sais, par exemple, on excave où est-ce qu'il va y avoir le trou de la motte, on n'enlève pas la terre, on fait juste rajouter un peu de compost pour fertiliser le sol autour, puis qu'après ça, on vient bonifier le tout avec du BRF, je te dirais pas que c'est pas une bonne chose à faire parce que tous les éléments sont là. Le trou pour l'arbre a été creusé. Il y a un substrat qui est rajouté. Il y a une protection qui est mise autour. L'arbre a été bien planté. Il est droit. Je ne verrais pas pourquoi que ça serait pas accepté comme projet. La seule chose que je pourrais voir, par exemple, on va peut-être regarder avec la ville. C'est parce que tu parles de directement planté dans du BRF, donc ça serait à voir est-ce que la ville accepte que l'espace où est-ce que il y avait du sol avant, mais que ça soit du genre un espèce de résidu de coupe de bois qui est mis à cet endroit-là. Là. Parenthèse, pour le monde qui ne savait pas de BRF, là, c'est du bois raméal fragmenté. Fait que, grosso modo, c'est tout ce qui est petite branchaille dans de la coupe forestière qui est passée dans le tordeur, puis ça vient faire une espèce de mini copeau qui est utilisé après, qui peut être utilisé comme paillis par la suite. Donc, c'est une revalorisation de produits de coupe. Yvain? Avais-tu une question? Ton micro est fermé, Yvalin. Excusez-moi, j'ai sorti temporairement. Ça m'a dit qu'il y avait une mauvaise connexion. Juste comme ça, si jamais il y en a qui s'intéressent, il y a un producteur de BRF en Outaouais. C'est Biomasse Biomasse Évolution. Évolution. Ouais. Puis, l'avantage du BRF, là, à part pour la gestion de l'eau, c'est la multiplication du mycélium. Puis ça, c'est visible à l'œil nu. Là. Je veux dire, c'est presque automatique. Là. C'est incroyable. Fait que, j'invente rien. Là. C'est quelque chose qui est issu à l'Université Laval depuis les années 70. Là. C'est juste qu'au Québec, on ne l'a pas exploité. C'est les Français, en fait, qui l'exploitent au plus. Mais voilà, je n'en dirai pas plus, là, mais moi, sinon, juste. Je sais que c'est vraiment quelque chose. Mais par exemple, ça n'enlève rien pour le compost, puis la motte, puis la fosse. Là, on ne plante pas un arbre directement dans le BRF. Il faut qu'il y ait un sol en dessous. Là. OK, c'est ça. C'est juste que tu viens changer la place de mettre du paille de cèdre. C'est du BRF que tu viens mettre par-dessus. Après ça, avec une épaisseur. OK. Puis ça attire énormément les vers de terre, ce qui permet d'assurer une gestion des composts parce qu'eux, ils gèrent le compost en mangeant le BRF. C'est juste qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de faire. C'est juste pour ça. Mais tu sais, les gens peuvent bien mettre n'importe quel pays. Après 2 ans, le pays de cèdre, il va se décomposer comme le reste. Là. C'est juste qu'il y a un effet de retardement, c'est tout. Super. Merci pour les détails, Yvain, pour l'information. Je vais aller lire là-dessus, moi aussi. J'avoue Puis que... le monsieur, là, Alexandre Boilly, là, il est super. Il est vraiment super. Là, puis il serait bien heureux de se joindre à Vivre en Vert si vous avez le goût. Moi, je dis ça de même. Là. Puis je dis rien. Parfait, merci, Yvalin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que moi, j'en aurais une toute petite. En fait, question de curiosité. Est-ce qu'on peut trop arroser un arbre? Oui, c'est comme n'importe quoi. Donc, on peut littéralement noyer la plante. Là. Donc, si le sol est beaucoup trop trempe, ce qui va se passer. Dans le fond, un sol, là, qu'est-ce que c'est, là? C'est à peu près 50% solide puis 50% liquide. Donc, tu as comme un 5 à 10% de matière organique, un 40 à 45% de matière minérale,
Puis après ça, de mémoire, tu as quelque chose comme 25% air et 25% eau. De mémoire, là, c'est ce que je me trompe des proportions, là. Mais c'est qu'après ça, la portion liquide, donc air-eau, ben, plus que tu as d'eau, moins que tu as d'air dans ton sol. Ça va de soi. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les mini-porosités sont remplies d'eau. Puis à la suite, ben, si tes racines n'ont plus de petites poches d'air, ben, ils vont simplement juste moisir. Puis ça peut, oui, trop d'eau, ça peut être nocif pour les arbres. Mais c'est pour ça aussi que dans un autre webinaire qu'on avait donné, on avait quand même parlé du bon arbre au bon endroit. Donc, par exemple, on ne plantera pas un arbre qui ne résiste pas à l'excès d'eau en bas de pente d'une fossette. On va mettre un arbre qui résiste bien à l'excès d'eau et qui résiste aux inondations. Mais on va peut-être planter un arbre qui résiste bien à la sécheresse, peut-être en haut de la côte. Parce que naturellement, l'eau va s'écouler et va s'accumuler en bas de la pente. Donc, oui, c'est possible de le faire, mais on peut quand même réduire ces risques-là en plantant le bon arbre au bon endroit. Merci, Yannick, pour cette info. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, parfait. Bon, ben, ça mettrait fin à notre webinaire pile pour 1 heure, en fait. On vous a gardé 1 heure pile. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. C'est un plaisir d'échanger avec vous là, sur les projets, sur l'entretien, tout ça. C'était le dernier webinaire d'une série de 4. Les webinaires sont tous disponibles. Là, vous pouvez les revisualiser là, sur le site web Vivre en Vert, comme je l'ai mentionné tantôt. On donne aussi là, les PowerPoint en format PDF. Donc, vous avez accès à tout ça dans l'espace cohorte. Aussi, ben voilà, je terminerai simplement en vous disant merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas, comme on disait un peu plus tôt, là, à nous contacter si vous êtes rendu à avoir des questions un peu plus pointues, puis vous avez besoin vraiment d'un soutien là, spécifique. On est là pour ça. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci beaucoup.